Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle avec ce soir une question essentielle qui est au cœur de la campagne. En pleine crise économique, comment la France doit se situer en Europe? Faut-il aller vers plus de fédéralisme ou bien, au contraire, remettre en cause l'euro et défendre le principe de la souveraineté nationale? Bien sûr, il s'agit d'un enjeu considérable et pour en débattre, deux invités. Jean-Pierre Chevènement, bonsoir, ancien ministre, vous êtes candidat à l'élection présidentielle et vous avez publié il y a quelque temps La France dans l'impasse chez l'éditeur Fayard. Sortir la France de l'impasse. Voilà. Face à vous, Jacques Attali, bonsoir aussi. Bonsoir. Et vous aussi, vous venez de sortir un livre d'ailleurs, Candidat répondez, chez le même éditeur, Fayard. Voilà au moins un point commun entre vous deux et on verra s'il y en a d'autres dans ce débat. Pour vous interroger, à mes côtés, Luc Bronner du Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Alors, principale préoccupation du moment, c'est bien entendu notre monnaie, l'euro. Et question très directe, Jean-Pierre Chevènement, est-ce qu'il faut sortir de l'euro pour revenir au franc? Le risque est plutôt que l'euro nous quitte. Nous n'avons pas en perspective de prendre de décision, mais il n'est pas du tout impossible que, à la suite d'un défaut de l'Italie, par exemple, ou bien si la France perdait son triple A, elle serait obligée d'emprunter plus cher qu'elle ne prêterait à travers le Fonds européen de stabilité financière, ou demain le mécanisme européen de stabilité, donc le système risquerait de s'enrayer. Ça, c'est les risques, mais vous-même, qu'est-ce que vous préférez comme système? Et qu'est-ce que vous préconisez comme système? J'ai proposé, dans un livre, Sortir la France de l'impasse, que nous amenions les Allemands à considérer que la Banque centrale européenne devait intervenir sur les marchés de la dette de façon à casser la spéculation, de façon aussi à promouvoir une politique de change plus favorable pour notre industrie, c'est-à-dire un euro moins surévalué qu'il ne l'est. Je vous rappelle que l'euro a atteint à un moment 1,60 $, il est retombé à 1,30 $, mais il est encore très au-dessus de sa parité de lancement. Alors, qui était 1,16 $. Si j'ai bien lu Jean-Pierre Chevènement, ce que vous souhaitez, ce n'est pas une monnaie unique comme actuellement, mais une monnaie que vous appelez commune. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence exacte? Alors, dans l'hypothèse où nous n'arriverions pas à faire bouger la psychorigidité allemande qui refuse absolument que la Banque centrale intervienne et qui au fond est assez hostile à tout ce qui va dans le sens d'une mutualisation des dettes. Dans cette hypothèse-là, par exemple, sous la forme d'euro-obligations, dont je serais partisan. Si on ne peut pas aller dans ce sens-là, il faut bien aller quelque part. Et si il se produisait les deux circonstances que je viens d'évoquer, à ce moment-là, je pense qu'il serait intelligent de revenir un peu en arrière pour repartir ensuite de l'avant, bien sûr, c'est-à-dire revenir à une monnaie commune, un panier de monnaie qui flotterait sur les marchés, dont la valeur serait établie comme l'est aujourd'hui celle de l'euro, qui servirait dans les transactions internationales avec des éléments de souplesse et de flexibilité qui seraient les monnaies nationales, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus dévaluer, donc on essaye de faire baisser les salaires, les retraites, les budgets. Si j'ai bien compris, ce ne serait plus réellement un euro, ce ne serait pas le retour au franc, ce serait un euro-franc, c'est ça dont il s'agit? Ce serait un euro, mais qui serait une monnaie commune, qui se déclinerait de plusieurs manières. L'euro-franc pourrait être à la valeur de l'euro, par exemple, ou légèrement en dessous. L'euro-marque pourrait être un peu au-dessus. On retrouverait le système monétaire européen bis, tel qu'on l'a connu, mais avec comme finalité d'agréger des pays qui aujourd'hui ne sont pas dans l'euro, bien qu'ils soient dans l'Europe. Je pense à la Grande-Bretagne, à la Scandinavie, à la Suisse, au PECO, peut-être à la Russie, ou aux pays de l'euro-méditerranée. On va demander à Jacques Attali ce qu'il pense de ce panier flottant. D'abord, c'est une des questions que j'ai posées dans mon livre et qu'il est très important de poser au candidat, donc au candidat Jean-Pierre Chevènement. Je note que sa réponse, si je peux me permettre, cher Jean-Pierre, est le contraire de ce que je pensais qu'elle allait être, puisqu'elle est favorable comme premier choix au maintien du système de l'euro unique, comme monnaie unique, à condition de ce qu'un certain nombre de choses soient réalisées, et même favorable
aux euro-obligations, ce qui est en fait favorable, un mot sacrilège à mon avis dans l'esprit de Jean-Pierre Chevènement, que je vais tutoyer parce que dans la vie on se tutoie, nous sommes des amis de nombre décennies considérable, c'est que l'euro-obligation, ça conduit au fédéralisme. Et moi je suis pour. Je dirais d'un seul mot, l'euro disparaîtra comme monnaie unique ou comme monnaie commune, ou ce qu'on voudra, si dans un échelon raisonnable, nous ne sommes pas dans un environnement fédéral. Je vais répondre à votre question. Vous aviez dit, attention, il y a un risque, une chance sur deux ou un risque sur deux que l'euro ne passe pas Noël. Bon, finalement, l'euro a passé Noël, mais vous nous dites, attention, le risque existe toujours. C'est pour ça qu'il faut aller, si on vous entend bien, vers plus de fédéralisme. Ça veut dire quoi? J'ai dit d'abord qu'il pouvait disparaître qu'il disparaîtrait si la Banque centrale ne se met pas à agir. Et contrairement à ce que vient de dire Jean-Pierre Chevènement, je pense que la Banque centrale a agi massivement, et agit en ce moment massivement, et encore ce matin, massivement. Parce que les hommes politiques disent qu'ils vont faire des choses, et ne les font pas. La Banque centrale dit qu'elle ne va pas faire des choses, et elle les fait. Nous sommes aujourd'hui déjà, depuis 3 semaines, entrés dans une évolution historique, qui est que la Banque centrale a créé un fédéralisme technocratique de l'Europe, de l'eurozone. C'est pour ça qu'aujourd'hui les Italiens empruntent finalement à moins de 3%. Pourquoi et que l'Espagne a pu lever 10 milliards d'euros comme ça. La Banque centrale a remplacé les États. Elle ne peut le faire que de façon provisoire. Et aussi, contrairement à ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement, l'Allemagne ne peut pas être contre. Pourquoi? Parce que d'une part, parce que l'Allemagne dit que la Banque centrale est indépendante. Donc on ne peut pas dire à la fois que la Banque centrale est indépendante et dire que l'Allemagne est contre. Si l'Allemagne est contre, ça n'a aucune importance puisque la Banque centrale est indépendante. Donc la Banque centrale indépendante de l'Allemagne a décidé d'intervenir. Elle fait du quantitative easing. Elle dirait que non si on le lui demandait, mais elle intervient. Alors là où elle peut intervenir, c'est qu'elle peut acheter en effet des dettes sur le marché secondaire, mais pas sur le marché primaire. Alors, et elle, sur le marché secondaire, elle le fait, et elle le fait indirectement en prêtant de l'argent aux banques qui, ce matin, hier et ce matin, ont commencé à acheter des dettes. On va laisser Jean-Pierre Chevènement vous répondre, et puis on vous redonnera la parole, Jacques Attali. Quand vous entendez Jacques Attali nous dire la Banque Centrale Européenne, qui est une structure technocratique, est en train d'agir finalement un peu à la place des politiques, qu'est-ce que vous répondez? Elle agit en fonction de la mission qui lui a été donnée par les traités. Certes, elle a pris quelques libertés, mais trop tard et insuffisamment. Je voudrais quand même relever que l'Italie n'emprunte pas à 3%. L'Italie a emprunté hier, à 10 ans, à 6,62%, ce qui est encore très élevé. Certes, c'est un petit peu moins que 7%. Elle le faisait auparavant à 7,5%, effectivement, oui, mais ça reste très élevé. Ça reste très élevé et insoutenable pour un pays qui doit lever 250 milliards d'euros dans les mois qui viennent. Quand Jacques Attali dit plus de fédéralisme pour sauver l'euro, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre, vous, Jean-Pierre Chevènement, alors que vous défendez cette idée de souveraineté nationale, est-ce que c'est compatible ? Alors, je vais répondre oui et non, parce qu'on confond le problème de la monnaie unique et le problème du fédéralisme. Le problème du fédéralisme est beaucoup plus vaste. Pour faire une fédération, il faut avoir un projet qui soude les différentes composantes. L'Allemagne fédérale, c'est l'Allemagne, c'est le peuple allemand qui a une unité profonde. Les États-Unis, c'était les colonies britanniques, c'est une nation. L'Europe aujourd'hui, c'est une bonne trentaine de peuples, un peu plus même, et je prends le domaine de la politique étrangère ou de la politique de défense. Il n'y a évidemment pas de projet commun. L'Allemagne a une politique de cavalier seul, elle met les gaz vers la Russie d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'elle a tort, mais je l'observe. Mais est-ce que l'Europe doit avoir ce projet commun ou pas? Bien évidemment, si vous voulez si vous voulez aller vers quelque chose qui solidarise toujours plus les peuples européens, qui peut-être pourrait rendre possible une construction fédérale, dont je ne veux pas écarter le principe à long terme, naturellement, ça supposerait qu'il y ait une adhésion des différentes nations. Car l'Europe n'est pas une entité déjà constituée, ce n'est pas une nation. Prenez ce qui ressemblerait le plus à l'Europe, c'est la Suisse. Mais la Suisse s'est faite autour des cantons alémaniques. On y ajoutait les cantons romans et le Tessin, mais c'est une très petite partie de la Suisse. Et je voudrais dire très clairement... Répondre Jacques Attali, on va laisser répondre Jacques Attali, mais je pense qu'on ne peut pas parler de fédéralisme si on parle simplement de gouvernement économique de la zone euro, avec une banque centrale qui joue le rôle de moteur, qu'aujourd'hui elle ne joue pas suffisamment. Alors je vois bien qu'aujourd'hui elle prête aux banques à 1% dans des quantités considérables, que semble-t-il ça a un petit effet, mais très minime,
minime, et on n'est absolument pas sûr que ça dure. En réalité, on n'a pas voulu changer les statuts de la Banque centrale européenne qui nous ont été imposés par Karl Ottopel, par l'Allemagne à l'époque, en 1988-89. Réponse de Jacques Attali. Je ne reviendrai pas sur l'histoire parce que je faisais partie des négociateurs et on ne nous a rien imposé du tout. On a négocié cela en toute liberté et on l'a négocié... Non, on a négocié en toute liberté. Vous avez accepté les règlements. C'est un marbis, l'euro. Hein. Non, absolument pas. Et le traité, tel qu'il est défini, au contraire, contrairement à ce que les gens disent, y compris vous, toi, cher Jean-Pierre, ne conduit pas simplement à défendre la valeur de la monnaie, puisqu'il est écrit dans le traité qu'on doit défendre la croissance, donc l'emploi. Donc, revenons pas sur le passé. Ce qui est important, c'est de comprendre maintenant que le fédéralisme découle tout naturellement de la construction européenne. Où on avance vers le fédéralisme, où l'Europe va s'effondrer. On avait un marché commun. Ce marché commun ne tenait pas si on ne faisait pas en même temps un marché unique qui harmonisait les normes. On a fait un marché unique. Ce marché unique ne tenait pas tant qu'il y avait des dévaluations compétitives. Et quand Jean-Pierre parle du système du SME, le système du SME ne tenait pas parce qu'on pouvait faire des dévaluations compétitives qui remettaient en cause le marché unique, qui remettaient en cause le marché commun. Donc on a fait la monnaie unique qui découle logiquement du marché commun. Et là, aujourd'hui, et on le savait à l'époque, moi je l'ai dit, ça a été écrit, on en a débattu à l'époque, la monnaie unique ne tiendra pas s'il n'y a pas un fédéralisme. Le fédéralisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir, non pas à la place de la souveraineté nationale, bien sûr, mais en plus de la souveraineté nationale, un système qui permet d'avoir des recettes fiscales européennes et qui permet à l'Europe de remplacer les nations dans la relance. Est-ce qu'on peut le faire sans les opinions publiques, Jacques Attali? Les parlements sont là pour ça, ils sont élus, et les parlements font ce qu'ils ont à faire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États ne sont exsangues et sont obligés d'équilibrer leur budget. Mais l'Europe en tant que telle, et c'est le point le plus fondamental de notre conversation, l'Europe en tant que telle, ou l'eurozone en tant que telle, n'a pas de dette. C'est une entité juridique sans dette. C'est même la seule au monde, entité politique qui n'a pas de dette. Les États-Unis ont une dette, donc si l'Europe ou l'eurozone, à mon avis, qui est la bonne espace, levait un impôt petit, que ce soit la taxe sur les transactions financières, la taxe sur le CO2, 2 points de TVA, elle pourrait avoir des recettes fiscales, s'en servir pour servir un emprunt, genre grand emprunt français, et faire des grands projets d'infrastructure. Et là, on aurait une souveraineté partagée, parce que sinon, la souveraineté, elle est déjà perdue. Elle est perdue à l'égard des marchés. Les marchés, c'est-à-dire les prêteurs, puisque les marchés, c'est les prêteurs nous disent, mot pour mot, ce qu'ils veulent qu'on fasse. Donc le choix n'est pas entre souveraineté nationale ou transfert de souveraineté à l'Europe. Le choix est en perte de souveraineté à l'égard des marchés, et ce qu'a dit Jean-Pierre sur l'Italie est tout à fait vrai, ou construction. Alors on va poursuivre notre discussion, Jacques Attali comme Jean-Pierre Chevènement, mais à ce stade du débat, je vous propose d'écouter la réflexion d'un économiste qui est très anti-mondialisation. Il s'agit de Jacques Sapir, qui vient d'écrire « Sortir de l'euro » justement aux éditions du Seuil, et il s'est confié à Julien Cernobori. Fondamentalement, dès qu'il y a un problème, c'est vers le gouvernement national que la population se retourne, qu'il s'agisse évidemment des ouvriers d'une usine que l'on va délocaliser, qu'il s'agisse des épargnants inquiets par rapport à une possible spoliation de leur épargne. Fondamentalement, tous les acteurs de la vie économique ne conçoivent de gouvernement qu'à Paris. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cela veut dire que l'Union européenne, aujourd'hui, n'est pas perçu comme un adversaire crédible face à la nation. On sait que le gouvernement français, depuis le traité de Maastricht, a consenti des abandons de souveraineté qui sont relativement importants. On sait d'ailleurs, dans le même temps, que ces abandons ont été unilatéraux, ou en tous les cas n'ont pas été imités par tous les pays, en particulier dans le cas de l'Allemagne, puisque aujourd'hui, ce sont les règles européennes qui doivent se conformer à la constitution allemande et non pas la constitution allemande qui doit se conformer aux règles européennes. Mais en même temps, il faut bien dire que ces différents abandons de souveraineté pourraient être révoqués d'un simple trait de plume. Alors cette question de souveraineté, elle est bien sûr au cœur du débat économique, on l'a entendu, à commencer par la thématique très reprise dans cette campagne du fabriqué français. Et sur ce point, question de Luc Bronner du Monde. Jacques Attali, on sait qu'il y a eu pratiquement 900 usines fermées en France depuis 3 ans, près de 100 000 emplois industriels perdus. Comment, face à ce désastre, relancer l'industrie française? Comment relancer le Made in France, comme dirait François Bayrou? D'abord, je ne suis pas sûr qu'il faut le penser en ces termes simplistes, parce que ça fait 30 ans qu'on dit ça et qu'on ne le fait pas. Il faut certainement avoir
penser loin. Penser loin, ça veut dire penser à des produits nouveaux et pas seulement fermer les frontières. Ça veut dire donc développer la recherche, développer l'innovation, ce qui nous distingue de nos concurrents allemands et italiens, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'Italie exporte beaucoup plus. La balance des paiements italienne est excédentaire, donc c'est pas l'Allemagne face à l'Europe du Sud. Donc c'est d'abord la recherche, l'innovation, les produits nouveaux. Je suis pas sûr qu'il faille pour cela fermer les frontières, défendre des structures dépassées, la recherche, l'innovation. Et de ce point de vue, l'action de l'État pour relancer des secteurs de pointe sont très importants. J'ajoute que aussi, il faut certainement se battre contre des concurrences déloyales. Par exemple, si l'industrie agroalimentaire allemande vient de passer très largement devant l'industrie agroalimentaire française, c'est bien sûr parce qu'ils sont innovants, etc., mais c'est aussi parce qu'ils appliquent la directive Bolkestein qui leur permet d'importer de la main-d'œuvre polonaise, tchèque et autres en Allemagne à des tarifs de ces pays, et donc évidemment les met en situation de coût du travail très bas. Donc défendre... Que défend Jacques Attali, ce qu'il vient de nous dire plus exactement à l'instant, fabriquer français, c'est une idée simpliste. Qu'est-ce que vous répondez? C'est effectivement simpliste ou c'est plus complexe et c'est ce qu'il faut faire? Mais il y a une très grande hypocrisie de la part de tous les candidats qui développent cette thématique. Je pense par exemple... je ne veux pas les citer tous parce qu'ils sont très nombreux, mais M. Sarkozy ou M. Bayrou sont dans le lot, qui ne mettent pas en cause en même temps les choix qu'ils ont faits, c'est-à-dire abandonner la souveraineté nationale, qui est aussi l'expression de la démocratie, comme le soulignait à juste titre Jacques Sapir. Qui se trouve être par exemple économique de Mme Le Pen, dans le domaine, permettez-moi de continuer. Non, mais je suis surpris qu'on ait entendu M. Sapir, conseiller de Mme Le Pen. Non, mais je voudrais pouvoir prolonger mon propos. Précision qui est utile. On a abandonné toute protection. Aujourd'hui, les droits de douane, le tarif extérieur commun, c'est zéro. C'est près de zéro. Aujourd'hui, les droits de douane aux frontières françaises ou européennes. C'était 14% au moment où nous sommes rentrés dans l'OMC. En 1994. La libération des mouvements de capitaux, elle n'est pas tombée du ciel. C'est une application de l'acte unique, signé en 1985 et adopté en 87. Qu'il faille instaurer des droits de douane aux frontières françaises, par exemple? Mais je n'ai pas... là, vous déviez le problème. Moi, je pense que la protection, elle est d'abord monétaire. On a toujours sous-estimé l'importance du facteur monétaire. La monnaie surévaluée de 10, 20, 30%, c'est l'équivalent d'un droit de douane de 10, 20, 30%. Et en matière de politique industrielle, 900 usines ont fermé depuis 2008, mais nous n'avons aucun moyen de les défendre. La concurrence, c'est la Commission européenne qui interdit la politique industrielle. J'ai été ministre de l'Industrie. Je vois ce qu'est notre industrie. Elle employait près de 6 millions de personnes en 1982. Aujourd'hui, 3,2. Et dans la valeur ajoutée française, par rapport au PIB, elle était à 28%. Alors, comment rendre elle est à 13%. L'industrie française aussi compétitive que l'industrie allemande? Ou italienne. Il faut une monnaie moins chère. C'est une condition nécessaire mais insuffisante. Il faut que les grands groupes que nous avons créés, gouvernements de gauche et de droite confondus, apprennent à renvoyer l'ascenseur parce qu'ils font leurs investissements à l'étranger aujourd'hui, pour l'essentiel. Il faut aider le surgissement de petites et moyennes entreprises industrielles. Il faut une politique de l'éducation, de la recherche, tout ce que nous pouvons dire, une politique horizontale. Mais il faut aussi un ministère de l'Industrie. M. Madeleine l'a détruit, il faudrait le reconstituer. Et il faudrait faire en sorte que, quand on risque de perdre notre chimie des produits vinyliques, j'étais hier à Arkema, à Marseille, eh bien, le ministère de l'Industrie s'en préoccupe et dit non, on fait en sorte que ce ne soit pas repris par un groupe financier américain basé à Genève. Jean-Pierre Chevènement, il y a tous les moyens que vous venez d'exposer. Vous dites aussi une monnaie moins chère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept de monnaie moins chère? Et dans ces cas-là, question à tous les deux, monnaie moins chère, bon, on comprend un peu de quoi il s'agit, mais monnaie moins chère de combien, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit réellement? Oui, si l'euro était moins cher, ce serait un facteur... Mais l'euro moins cher de combien? Attendez, si l'euro baissait, disons, de l'ordre de 15%, on aurait les avantages d'une dévaluation et sans les inconvénients excessifs de ce qu'elle représente. Il faut savoir aussi qu'il y a des moyens de... Comme l'Europe fait une grande partie de son commerce à l'intérieur, si la France veut défendre ses ressources à l'intérieur, son marché, sa compétitivité à l'intérieur de l'Europe, le moyen de le faire, c'est ce qu'on appelle en français TVA sociale et ce qu'on appelle en allemand dévaluation fiscale. C'est une bonne réponse, la TVA sociale? La TVA sociale, pour moi, est une bonne réponse que si on la compense, parce que c'est un impôt extrêmement, enfin c'est un transfert de charges extrêmement injuste, mais qui est excellent en termes de compétitivité et donc de développement de l'industrie ou de protection de l'industrie, que si on la compense par une réforme de l'impôt sur le revenu pour
compenser l'injustice. Donc il ne faut pas la prendre seule. Jacques Attali, c'est la deuxième solution, parce qu'il y a deux choses qui sont différentes. Il y a l'euro moins cher, et puis effectivement cette taxe sur les importations ou TVA sociale, on peut l'appeler des deux manières différentes. Mais l'euro moins cher, comment on arrive à un euro l'euro moins cher n'a de sens que par rapport aux exportations hors de la zone euro. Or, l'essentiel de nos activités sont à l'intérieur. Moi, je regarde surtout le cas italien. Mais je réponds à votre question. À votre question. On n'a pas de maîtrise sur l'euro dans sa valeur par rapport aux autres pays, dans la mesure où chacun fait ce qu'on appelle dans ce langage technique un concours de beauté à l'envers, parce que chacun veut avoir sa monnaie la plus basse possible. Les Chinois, les Américains, les Européens. Et nous ne sommes pas maîtres parce que les Américains sont les maîtres de ce jeu. Donc, on peut le souhaiter, mais on n'a aucun moyen d'y parvenir. Sauf que peut-être que si la Banque centrale agit trop fortement, l'inflation se déclenchera et on aura à ce moment-là une monnaie très basse. Mais ce serait déjà... Jean-Pierre Chevènement. Mais attendez, c'est d'agir par le canal de la Banque centrale qui ne se reconnaît aucune responsabilité en matière de change. L'euro, à un moment, c'était 80 centimes de dollars. Nous connaissions une certaine croissance. C'était l'époque 1998-2001. Mais avec un euro à 1,30 et à 1,60, évidemment, nous sommes une zone de stagnation. Nous sommes la mer des Sargasses à l'échelle mondiale. L'Europe est le seul continent où il n'y a aucune perspective de croissance, où les entreprises se refusent à investir, où les délocalisations sont massives. On transfère notre appareil de production vers les pays à très bas coût ou vers d'autres pays qui connaissent un taux de croissance, comme les États-Unis, de 2,5%. Alors que nous, c'est 0. Jean-Pierre Chevènement, dans cette guerre des monnaies, comment vous faites face aux Chinois, aux Américains notamment, qui ont la main aujourd'hui sur les monnaies? Mais les Chinois, ils ont décidé que leur monnaie collait au dollar. Nous-mêmes, nous avons abandonné tous nos pouvoirs, nous nous sommes en quelque sorte défaussés. C'est pour ça qu'il y a une colère dans le pays. Nous nous sommes défaussés de toutes nos responsabilités sur des instances absolument technocratiques. Et quand on parle de fédéralisme, il y a mal donne. Parce que Jacques Attali nous fait miroiter un fédéralisme des recettes. Mais en réalité, il sait très bien que le fédéralisme dont parlent Mme Merkel et M. Sarkozy, c'est un fédéralisme budgétaire, c'est un contrôle des budgets, c'est une mise en tutelle des pays en déficit. Ce sont des sanctions automatiques ou quasi automatiques frappant les pays les plus en difficulté. C'est idiot, et c'est coercitif, et c'est antidémocratique, et c'est la voie ouverte vers une Europe post-démocratique. Moi, je ne veux pas de cette Europe-là. Je suis pour une Europe qui, sans être cataloguée ni confédérale ni fédérale, Jacques Delors parlait d'OPNI, objet politique non identifié, comporte des pans, par exemple un gouvernement économique, qui pourrait être appuyé sur une banque centrale plus interventionniste. Une politique de défense, mais qui se fait dans un autre cadre, plutôt avec la Grande-Bretagne. Alors que la politique économique et monétaire, c'est la zone euro. Chevènement, on va laisser Jacques Attali vous répondre sur ce point très précis, et puis on passera à la dernière partie de ce débat. Distinguons les deux sortes Jacques de fédéralisme. D'abord, le raisonnement de Jean-Pierre Chevènement me paraît totalement erroné sur ce point, en tout cas. Parce que sur beaucoup de points, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que la politique de concurrence est excessive. Je suis d'accord sur le renforcement nécessaire de la politique industrielle. Je suis d'accord sur l'importance de droits de douane cohérents à l'Union européenne. Mais là où ça me paraît erroné, c'est quand Jean-Pierre dit que l'Europe va imposer des règles contraignantes et que si on se débarrassait de l'Europe, on n'aurait pas de règles contraignantes. En réalité, aujourd'hui, si l'Europe ne se donne pas d'un gouvernement européen qui soit un vrai ministre des Finances, un vrai ministre du Budget, qui puisse dire à la Banque centrale... Monsieur Trichet. Un vrai ministre des Finances, qui puisse dire à la Banque centrale, je vous demande de faire en sorte que le taux de change baisse. Parce qu'aujourd'hui, la Banque centrale s'est proclamée responsable du taux de change, alors qu'en fait, elle est simplement responsable de faire respecter le taux de change qui devrait être décidé par une autorité politique. Si on ne fait pas cela, ce que Jean-Pierre Chevènement craint venant de contraintes qui nous seraient imposées de l'extérieur, elles nous seront imposées par le marché, par les prêteurs. Que ce soit le Fonds monétaire, que ce soit la Commission qui vient déjà de décider de demander à la Belgique de baisser son budget. Donc le choix est illusoire de dire l'Europe va nous aider à imposer des contraintes, si on s'en sort, on n'aura pas de contraintes. Non, si on ne va pas vers une souveraineté partagée entre pays européens, nous sommes en train de perdre notre souveraineté. Et je dis que quoi qu'il arrive, le prochain président de la République, qu'il s'appelle Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, s'il ne fait pas un pas vers la souveraineté européenne, il n'aura plus aucun pouvoir. Ce sera Madame Lagarde et les marchés qui lui dicteront sa politique. Jean-Pierre Chevènement, on a entendu et compris votre désaccord sur ce point-là, mais c'est maintenant l'heure des questions d'actualité dans cette émission.
Alors, la règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et des réponses brèves si possible. Et première question de Gilles Leclerc. Jean-Pierre Chevènement, je m'adresse à vous, candidat à l'élection présidentielle. En matière de politique familiale, il y a une tradition en France qui est le quotient familial, qui a d'ailleurs favorisé plutôt la famille et la natalité en France. Il y a eu débat cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il toucher à ce quotient familial? Est-ce qu'il est injuste ou juste? Je pense qu'on touche le problème des couches moyennes. On peut plafonner le quotient familial pour les 2 déciles supérieurs et puis créer des allocations supplémentaires pour ceux qui aujourd'hui ne bénéficient pas du quotient familial. Mais attention aux effets pervers, il y en a beaucoup. Je crois que on peut, comme l'a dit François Hollande d'ailleurs, amender, Madame Greff aussi l'a dit, amender le quotient familial. Mais ne bousculons pas une politique familiale qui marche. Sur ce point, Jacques Attali. Sur ce point, d'abord, il faut le replacer dans le contexte général. Il va falloir trouver 90 milliards de recettes ou d'économies dans 3 ans pour que la dette ne dérape pas. Donc on peut dire non à tout, mais à un certain moment, il faudra quand même le faire. Sur ce point, je constate, premièrement, que tous nos grands démographes nous disent que les allocations familiales, le quotient familial, en tant que tel, n'a pas d'impact démographique. Deuxièmement, qu'il est aujourd'hui extraordinairement inégalitaire, comme l'a dit Jean-Pierre Chevènement, parce les plus pauvres ont 0, les plus riches ont 4 000 euros par mois, ce qui est quand même absolument gigantesque, grâce au quotient familial, et que pour moi, l'intégration progressive, partielle, dans l'esprit de ce que vient de dire Jean-Pierre, des allocations familiales dans le revenu imposable, me paraît une règle. Ça rapporterait 2,5 milliards sur 90 qui sont à trouver. Donc vous voyez qu'on est loin des comptes. La fécondité de 2, c'est pas un résultat? Ça n'a aucun rapport avec le quotient familial. Vous l'avez pas démontré, ça. Je vous cite les travaux d'Hervé Lebras, de plus grands démographes français. Aucune crédibilité à ces références. Ouais. Et autre question de Luc Brenner. Jean-Pierre Chevènement, Marine Le Pen atteint 20% d'intention de vote dans les sondages aujourd'hui. S'il y a un risque de présence de Marine Le Pen au second tour, est-ce que vous retirez votre candidature? Je pense que ce risque aujourd'hui n'existe pas. Mais même bien à 20% évidemment, dans les sondages. bien évidemment, il y a une colère dans le pays et je pense qu'il y a mal donne sur l'idée de la souveraineté nationale. On n'a pas développé la souveraineté nationale comme ce qu'elle est, c'est-à-dire le point d'appui pour exercer des effets de levier vers l'extérieur, vers l'Europe et vers le monde. On a considéré que souveraineté nationale, c'était synonyme de repli. Donc on a fait un peu le lit du Front National. Nos élites de droite et de gauche ont fait le lit du Front National. Et je pense qu'on peut combattre le Front National avec une politique énergique qui fait fond sur la souveraineté nationale, non pas pour que la France se replie sur elle-même, mais pour qu'au contraire elle fasse bouger l'Europe et que notamment dans le rapport avec l'Allemagne, nous amenions l'Allemagne à changer, à ne pas faire une politique de cavalier seul, mais à penser ce que le général de Gaulle appelait une Europe européenne. Jean-Pierre Chevènement, est-ce que dans votre tête, il y a quand même quelque part la possibilité que vous puissiez à un moment ou à un autre vous retirer? Et peut-être il y aurait un élément déclencheur à ce moment-là. Mais vous savez, j'ai dit que j'étais candidat pour faire bouger les lignes. Donc j'ai clairement inscrit ma candidature dans une démarche pédagogique. Je regarde comment évoluent les différents candidats, ils évoluent. Et François Hollande, par exemple, a admis que la Banque Centrale Européenne devait intervenir plus puissamment. Là où je suis un peu inquiet, c'est que je l'entends dire qu'un mauvais accord vaut mieux que pas d'accord du tout. Moi, je pense qu'à certains moments, pas d'accord du tout vaut mieux qu'un mauvais accord. Gilles Leclerc. Jacques Attali, il y a eu un rapport dont on a beaucoup parlé cette semaine sur le temps de travail en France, des Français. Les Français qui apparemment travaillent 6 semaines de moins, par exemple, que les Allemands. Est-ce que c'est une vraie question en termes de compétitivité et de mondialisation? Oui, d'ailleurs, ça fait partie des 153 questions sur lesquelles je souhaite que les candidats se prononcent. Et il y en a beaucoup qu'on a évoquées aujourd'hui, mais beaucoup d'autres qu'on n'a pas évoquées, mais qui sont tout à fait centrales. C'est vrai que la durée du travail est très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Français travaillent moins que les autres. Mais je pense que l'essentiel doit se juger en termes de qualité de travail plus que de quantité, de productivité globale qui se joue en fonction de la recherche, de l'innovation et surtout de la formation. Aujourd'hui, un des grands problèmes de la société française, c'est que les chômeurs ne sont pas formés et que dès que quelqu'un bascule au chômage, il perd sa qualification et il ne la retrouve plus. Et ça fait, de façon cumulative, baisser la quantité de valeur. Dans votre livre, Jacques Attali, vous expliquez bien que pour faire des économies, pour avoir d'autres systèmes qui se mettent en place, par exemple, vous dites qu'il faut des réductions drastiques. Il faut supprimer beaucoup de niches fiscales et vous ajoutez « Je serai pour la suppression de la 5e semaine de congé payé ». Non, c'est pas ça. Vous avez mal lu. Dans ce livre, ce n'est pas... Dans ce livre, ce n'est pas un livre qui définit un programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, il y a 153 sujets réglés.
et sur lequel je pousse les candidats à une réponse, et je dis, il y a une des questions qui est des économies ou des recettes nouvelles, il faut en trouver 90 milliards, et je donne simplement 2 choix. À chaque question, sur les 153, je donne 2 choix qui me paraissent possibles, un choix qu'on peut qualifier de gauche, un choix qu'on peut qualifier de droite. Et il faut que les candidats se prononcent. Et pour l'instant, je n'ai pas entendu les candidats dire où ils vont trouver les 90 milliards. Et je dis qu'une des solutions qui n'a pas ma préférence, mais dans ce livre, je ne donne pas mes préférences, je dis simplement ce qui est possible. Il y a la suppression des 5e semaines de congés payés, ou il y a des augmentations d'impôts par la suppression des niches fiscales. Je montre simplement qu'il y a différentes pistes possibles, et j'attends que les candidats se prononcent parce que les électeurs ont besoin de savoir. Et parmi ces pistes, vous citez la possibilité de supprimer la 5e semaine de congés payés. Mais ce n'est pas mon choix, je dis simplement ce qui est possible. Luc Bronner. Jean-Pierre Chevènement, la police française est traversée par une série de scandales, une affaire à Lyon, une affaire à Lille et une affaire qui implique l'inspection générale des services. Que faire aujourd'hui pour moraliser la police française ? S'il s'avère que l'inspection générale des services a fabriqué des preuves, c'est extrêmement grave. Je n'hésite pas à le dire. Je pense qu'une question se pose qui est celle de l'éthique républicaine. Et elle se pose à tous les niveaux, mais elle se pose particulièrement dans la police, particulièrement au ministère de l'Intérieur. Il faut y être très attentif parce que c'est la confiance que les citoyens peuvent avoir en l'État qui se joue. Je suis très surpris de ce qui s'est passé à Lille ou à Lyon. Je pense qu'il y a incontestablement un relâchement du contrôle déontologique. Normalement, l'inspection générale des services devrait veiller sur des comportements déviants quand ils existent, et ils sont souvent sévèrement sanctionnés dans la police. Il y a beaucoup de sanctions dans la police. Je dirais que le souci de la déontologie a toujours inspiré les ministres de l'Intérieur de gauche, et j'ai le sentiment que ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Jean-Pierre Chevènement, le vote des étrangers au municipal, vous y êtes ou non favorable? Je crois que vous y êtes favorable, mais que vous n'avez pas voté au Sénat. Non, j'y étais favorable par une espèce de sympathie naturelle. Et puis je me disais, pourquoi pas pour les étrangers non communautaires, puisqu'on le fait pour les étrangers communautaires. Sauf qu'il n'y a pas de réciprocité. Et puis le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'intégration. Et je privilégie, moi, la voie de la naturalisation, qui, évidemment, aujourd'hui n'est pas privilégiée par l'actuel gouvernement, puisque nous avons 30% de naturalisation en moins d'une année sur l'autre. Mais je pense que c'est plus simple et plus respectueux du concept de citoyenneté, qui est une conception globale. On est citoyen d'un pays, donc on se prononce sur le local, mais aussi sur le national. Tout ça va de pair. Donc, qu'on comprenne bien, aujourd'hui, vous y êtes ou pas favorable à cette proposition? Non, je n'y suis pas favorable. Je suis en retrait. Je n'ai pas pris part au vote pour manifester que, à mon sens, on n'a pas suffisamment réfléchi à cette question, notamment au risque de communautarisme dans les villes de banlieue. Je pense qu'il peut y avoir des pressions, et je le constate même dans la ville dont j'ai été maire, il peut y avoir des pressions qui s'exercent de tel ou tel groupe qui va obéir au doigt et à l'œil à une autorité plus ou moins inconnue, mais pour fausser le jeu des élections. La citoyenneté, c'est d'abord l'affaire du citoyen, c'est-à-dire un individu qui est doté de raison et qui a le sens du collectif. Question sur la même thématique, Jacques Attali. Et puis autre question, si je puis me permettre. Dans votre livre, vous traitez de tous les sujets, y compris d'ailleurs de sujets de société. On sait que Nicolas Sarkozy imagine de peut-être mettre dans ce programme un mariage qui pourrait être ouvert aux homosexuels. Quelle est votre position là-dessus, vous, Jacques Attali? Et même question à Jean-Pierre Chevènement ensuite. Moi, je suis favorable évidemment à l'uniformisation des règles de relations. Et le mariage homosexuel en particulier me paraît tout à fait naturel pour créer les mêmes conditions de droit, de transmission de patrimoine. Ça me paraît une nécessité évidente. Je pense que de ce point de vue, la classe politique française tout entière est maintenant à peu près ralliée à ce point de vue. Jean-Pierre Chevènement. Écoutez, je ne suis pas du tout certain que ce que vous dites soit vrai. J'ai été l'auteur d'une proposition de loi qui s'appelait Contrat d'union civile, qui a donné le PACS, un autre nom, qui résout le problème du patrimoine que vous venez d'évoquer. Il y a un autre point de vue qui est celui des enfants, et je pense que l'adoption est permise à un célibataire. Donc le problème, il est réglé. Je ne vois pas vraiment la nécessité de cette réforme, sinon aller toujours dans le sens du vent et substituer finalement une approche purement sociétale à une approche sociale, ce que les socialistes ont malheureusement oublié de faire. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux et dans une semaine, rendez-vous pour un nouveau débat de la présidentielle.